Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Elle est l'organe le plus grand du corps, elle nous protège, transpire, rougit, bronze, s'assèche, s'infecte, se marque, brille. Bref, elle vit avec nous et se renouvelle constamment. C'est ainsi que notre invitée du jour, Julia Ferry, décrit cet organe du corps qu'est la peau. Avec elle, nous partons à la découverte de la beauté intégrale et nous allons voir comment construire une routine hivernale pour notre peau. Et si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, nous vous invitons aussi à écouter l'épisode 15 que nous avions fait avec Vanessa Tavaglione sur la beauté ayurvédique et puis aussi l'épisode 25 sur la cosmétique ayurvédique avec Céline Chalini-Ledoux de la marque Kerali. Maintenant, place à l'épisode avec Julia. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Julia. Bonjour. Alors Julia, tu es la fondatrice de Ujwala. Tu proposes des rituels ayurvédiques et yogiques et tu accompagnes tes clientes dans la beauté holistique et intégrale à travers notamment des soins et des massages. Est-ce que tu peux nous dire tout d'abord d'où vient le nom Ujwala ? Ok, bon, déjà merci à vous deux pour l'invitation. Je suis très contente de pouvoir partager ce moment avec vous et partager autour de ce thème de la peau. Ujwala, c'est un projet autour du yoga, de l'ayurveda et des plantes alliées, en fait. Et ce nom c'est un nom spirituel qui m'a été donné en Colombie par un swami indien, et donc qui est un peu la synthèse de tous mes 3 univers, un peu entre la France, la Colombie et l'Inde. Et ça veut dire la flamme, ou le feu de la vie, la force de vie. Et on retrouve dedans la syllabe Ju, qui est aussi un surnom qu'on me donne depuis toute petite. Et le swami avait fait particulièrement attention à ce qu'au niveau du son, du coup, on retrouve ces deux-là pour que ce soit à la fois très personnel et en même temps que ça ait l'impact énergétique qu'a les mots en sanskrit. Et donc voilà, ça se prononce bien Ujwala pour que vous retrouviez le petit Ju dedans. Et c'est le nom du projet en général. Voilà. Ok, c'est une jolie histoire que tu nous racontes là. Et tu disais que tu es partagée un peu entre l'Inde, la Colombie et la France. Comment est-ce que tu es venue au yoga et à l'Ayurveda ? Est-ce que c'est en découvrant l'Inde ? Comment ça s'est fait ? Alors, j'ai découvert le yoga, la pratique des postures sur YouTube pendant que j'étudiais la mode. Et moi, j'ai des études artistiques dans le domaine de l'art appliqué, design de mode, design textile. Et je faisais un stage dans une grande marque qui me plaisait pas du tout, qui me faisait mal au corps, à la tête, à l'esprit, partout. Et j'ai commencé à faire des petites séances de yoga le matin pour me donner un peu de force pour y aller. Et j'ai trouvé que la posture du chien tête en bas était compliquée et j'ai eu des vraies révélations dans les shavasana à la fin où j'ai senti vraiment le pouvoir de l'équilibre en fait que ça apportait. Et j'avais 18 ans et j'ai jamais arrêté en fait de pratiquer. Je suis allée me former en Inde du coup et j'ai vécu au Népal plusieurs mois. Donc voilà, j'ai eu un peu un condensé sous toutes ses formes. J'ai été soignée là-bas par des médecins ayurvédiques. J'ai mon thérapeute Vaidya qui est en Inde du Sud, dans le Kerala. Donc j'ai continué à apprendre un peu de manière informelle partout avec ces expériences, à la fois dans les sanctuaires de yoga, dans différents voyages. Et ensuite, la Colombie, j'ai eu un appel pour l'Amérique du Sud grâce à une professeure de yoga qui m'a dit que là-bas, j'allais trouver quelque chose. Et en fait, j'ai fait
karma yoga, donc une période de bénévolat dans un temple au milieu de la jungle qui venait d'ouvrir tout récemment. Et je devais y rester 3 mois, la période minimum et maximum aussi de service. Et en fait, j'y suis restée presque 2 ans. Et voilà, j'y ai trouvé beaucoup de choses, beaucoup de réponses, beaucoup d'harmonie entre tous les enseignements, la discipline, la rigueur et l'énergie sattvique de l'Inde, mais aussi cette connexion à la terre, tous les bienfaits des plantes, l'énergie d'une communauté dans laquelle je parlais la langue, en fait, aussi. Ça avait une sacrée différence parce que je parle bien espagnol, du coup, et voilà, on pouvait échanger. J'ai l'impression que l'espagnol me porte beaucoup et me permet de m'exprimer avec le cœur, beaucoup plus qu'en français, en fait. J'aimerais bien un jour être interviewée sur un podcast en espagnol parce que je parle différemment aussi, j'ai l'impression. Et voilà, et je retourne en France de temps en temps aussi parce que j'ai mes élèves, j'ai des clients, j'aime pas trop les appeler comme ça, mais en fait, c'est ça, pour les massages, en fait, tous les soins. Ça fait à peine 1 an que j'ai commencé. Et c'était pendant tout le confinement en Colombie, du coup, que j'avais passé, où tous les karma yogis qui ne servaient plus les autres parce que on était en confinement, sont passés entre mes mains pour que je développe des protocoles de massage du visage. J'avais un petit peu d'huile, j'avais un peu de boue de la rivière et de l'eau très pure de la montagne et un gua sha que j'avais acheté sur le marché à Medellín et j'ai commencé à masser le visage parce que ça me faisait un peu peur, le corps au début. Je n'avais pas le protocole en tête, on ne me l'avait pas enseigné. J'ai adoré, j'ai trouvé que c'était une porte d'entrée assez puissante pour des gens qui ne se laisseraient pas toucher le corps ou qui justement ne massent jamais cette zone du visage. Voilà, énergétiquement, il se passe plein de choses. Et puis, quand je suis rentrée en France, je me suis formée dans un centre ayurvédique. J'ai travaillé un petit peu là-bas et après, je me suis lancée toute seule parce que les conditions là-bas ne me plaisaient pas trop. Mais voilà, j'ai appris la Abhyanga et j'ai appris à prendre soin des autres avec les mains et en plus des cours de yoga. Waouh, une approche hyper complète et puis tu proposes aussi pas mal de petits produits avec à base de plantes, etc. Alors j'imagine que ce sont des produits que tu utilises lors des soins, mais aussi que tu proposes à la vente sur ta petite boutique Instagram. Alors aujourd'hui, on va se consacrer vraiment au sujet de la peau. C'est vraiment l'un des sujets que tu apprécies particulièrement, sur lequel tu t'intéresses et que tu communiques beaucoup sur ce sujet-là. Et plus particulièrement la peau. Comment en prendre soin durant la période de l'hiver. Donc, tu vas nous donner plein de petites astuces pour nos auditeurs. On va commencer tout d'abord peut-être à expliquer de manière assez simple le contexte de la peau dans l'Ayurveda, comment elle est vue, comment elle est perçue, comment elle est considérée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que dit l'Ayurveda sur la peau ? Ok, comme le disait Nat dans l'introduction, en fait, c'est l'organe le plus large, la peau, qui est exposé aux éléments. Donc, c'est un organe à la fois qui va nous protéger et qui va aussi nous donner beaucoup d'informations dans un bilan ayurvédique. Il y a pas mal de questions qui sont posées sur l'état de notre peau, comment on la sent, de quelle couleur elle est, voilà, toutes ces petites qualités qui vont servir au diagnostic, mais c'est aussi une façon dans la société en général qu'on a de qualifier quelqu'un, son état de santé, d'avoir bonne mine, d'avoir ou grise mine, ou voilà, d'être radieux, etc. La peau, elle reflète vraiment un état intérieur et l'Ayurveda s'attarde plutôt sur ça. D'ailleurs, la peau en général, sans trop différencier la peau du corps et la peau du visage, parce que c'est la qualité générale qu'elle va refléter, son éclat, qui va nous donner une information, en fait, surtout sur l'état du système immunitaire, parce que, du coup, une belle peau bien résistante, elle va faire ses actions de protection. Au contraire, si elle est irritée, poreuse, déséquilibrée, et voilà, qu'on n'a pas pris assez soin, ça va être aussi une porte d'entrée très vaste où lequel on peut rentrer des maladies et ou s'aggraver des déséquilibres aussi si elle n'a pas suffisamment cette fonction de couche protectrice. Et c'est assez flagrant dans
de voir les déséquilibres dans la mesure où elle est liée au premier dhatu, qui est le dhatu du plasma. Donc, dhatu, c'est les différentes couches, les différents éléments du corps. Aidez-moi sur celle-ci. C'est quoi la traduction? Les tissus, les différents tissus du Voilà. corps. Le premier tissu, voilà, donc le premier tissu du corps, donc c'est ce qui est directement issu de notre processus de digestion, qui impacte la qualité de la peau. Elle est aussi liée à Mamsa, les muscles, et à Rakta, le sang, parce qu'il y a la circulation et puis elle est collée aux muscles dans une grande partie du corps. Donc la bonne circulation, la bonne digestion, la bonne élimination des toxines dans ces 3 niveaux passent par là, mais son aspect et puis sa qualité dépend vraiment de comment on va la nourrir de l'intérieur, donc dans un premier temps. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur l'approche ayurvédique. En fait, ces histoires de tissus, en fait, elles sont intéressantes dans cette approche, ouais, de soins, en fait, puisque la qualité du premier tissu influence toutes les autres. Donc, une belle peau est synonyme que tous les autres ensuite vont bien, ou qu'on a une bonne base pour notre équilibre. Si déjà dans la peau, il commence à y avoir des petits problèmes, des petits symptômes, il faut aller chercher leur cause, donc dans les dhatus supérieurs, dans une approche avec, voilà, comprendre dans les doshas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de légèrement aggravé, déséquilibré. Et voilà, ça devient un cercle vertueux. Plus on nourrit bien notre plasma, rasa, plus ensuite on a une base forte qui nous permet d'avoir tous les autres équilibrés, en bonne santé. On a une belle peau, du coup, on a un bon système immunitaire. Voilà, tout se rentre dans l'ordre, et c'est la définition de l'Ayurveda que j'aime beaucoup, qui appelle à cet équilibre plus qu'à quelque chose de parfait ou d'une case qui correspondrait à une idée précise du soin de la peau. C'est en fait, on va chercher à équilibrer le dhatu du plasma, rasa dhatu, pour être tranquille sur toute la ligne ensuite après. Ouais, ça va avoir un effet conducteur sur tous les autres tissus du corps. Et en fonction des doshas également, en fonction de sa constitution de naissance, on va avoir des caractéristiques de la peau qui sont différentes d'un individu à l'autre. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ça? Oui, alors les types de peau, en fonction des doshas, donc il y a 3 doshas. Là, vous devez avoir suffisamment de podcasts ici pour avoir compris un peu les histoires des énergies de Vata, de Pitta et de Kapha. Mais du coup, dans cette histoire de diagnostic ayurvédique, on va regarder la qualité de la peau, et pour les Vata, il y a certaines caractéristiques, pour les Pitta, d'autres, et Kapha, de la même manière. Donc, comment reconnaître une peau Vata? Elle a les qualités de l'air et de l'éther, donc elle a tendance à être sèche, elle va se déshydrater très facilement parce qu'elle est assez fine. Elle est sensible au froid et au vent, donc qui aggrave sa condition. Elle peut être rugueuse, un peu avoir des petites aspérités. Parfois, c'est l'irrégularité de Vata. Elle va bronzer aussi facilement. Il y a peu de transpiration en général, et c'est des peaux qui, assez tôt, ont des petites ridules et qui se creusent au fil du temps si on n'en prend pas suffisamment soin. Pour Pitta, on va avoir donc le feu et l'eau qui nous donnent ce qu'on appelle les peaux normales à mixtes en général. C'est surtout les peaux qui ont cette fameuse zone T avec un peu de brillance au niveau du front, du nez, du menton, et les joues qui ont tendance à être sèches ou rouges et sensibles. C'est les peaux qui ont des grains de beauté, qui ont des taches de rousseur, qui craignent le soleil aussi, qui rougissent vite. Donc, ils sont plutôt pâles, mais chaudes au toucher. Chez Vata, on était plutôt sur une peau qui est fraîche. Donc, les extrémités, en général, chez Vata, elles sont plutôt même glacées. Là, c'est une bonne vascularisation chez Pitta. Donc c'est des peaux réactives aussi. Elles peuvent avoir tendance à être un peu brillantes. Si la circulation crée un peu trop de sébum. Elle transpire beaucoup. Pitta, c'est aussi avec cette qualité un peu
grasses de transpiration qui véhiculent aussi des odeurs, etc. Pas forcément que sur le visage, on parle de la peau de tout le corps, donc voilà, odeur et les petits déséquilibres qui s'en suivent, qui sont liés à l'inflammation, donc l'acné, la rosacée, les boutons, tout ça c'est typique des peaux pitta. Et ensuite pour kapha, ça va être des peaux donc qui sont plus pulpeuses en général. C'est des peaux, il y a aussi un bel adjectif pour les qualifier qui est onctueuse. C'est des peaux donc qui sont bien denses, qui sont fraîches, bien hydratées. En fait, c'est les visages dans lesquels on va avoir le moins de rides en général. Il y a une belle constitution. Il y a tendance à être un petit peu avec de la rétention d'eau parfois parce qu'on a l'élément terre et eau très présent. Donc des peaux voilà, un peu congestionnées parfois, avec une mauvaise circulation lymphatique, mais fraîches et dès qu'elles sont en équilibre, radieuses, quoi. Vraiment, les plus belles peaux, c'est les peaux kapha et sur tout le corps en général, bien lisses, etc. Mais par contre, avec des agréments kapha qui sont parfois assez sérieux puisqu'on parle du coup d'accumulation de matière, donc des petits kystes ou vraiment des rétentions de lymphe qui causent le double menton par exemple. Enfin voilà, des choses localisées, même au niveau de la pigmentation parfois qui peuvent avoir avec un petit déséquilibre de kapha. Et voilà. Et si vous avez une double constitution, c'est souvent le cas quand même, et ben vous observez parfois les deux qualités ou les deux désagréments dans votre visage, et ça change au cours des saisons d'ailleurs aussi. Belle transition justement, puisque aujourd'hui on va parler principalement d'une saison. Donc tu nous as expliqué donc il pouvait y avoir l'influence de notre constitution, de certains déséquilibres qui sont liés à notre alimentation, à notre hygiène de vie, évidemment l'influence des éléments lors des changements de saison, des saisons qui s'installent. Et du coup aujourd'hui on va se concentrer sur l'hiver, la saison hivernale. Du coup quels sont les impacts de cette saison sur notre peau? Que se passe-t-il durant l'hiver? Ok, donc en Ayurveda, la règle, c'est que quand on a des qualités présentes et dominantes, ça va aggraver, ça va venir s'additionner aux qualités qu'on a déjà en nous. Donc, Vata est aggravé et Kapha s'aggrave aussi en hiver parce qu'on a une saison froide et sèche ou froide et humide. Ça dépend un peu de nos climats, mais si on se base en France, globalement, on a affaire à une météo plutôt très froide avec du vent et de l'humidité. Et donc, c'est des qualités qu'on retrouve chez Vata et Kapha. Donc, ça va être les deux doshas qui sont affectés. En plus, on alterne en général avec voilà, des intérieurs surchauffés et l'extérieur avec le climat bien froid. Donc, la peau, elle est beaucoup déséquilibrée au niveau de son hydratation. C'est vraiment ça qui va être le grand défi de l'hiver, c'est de maintenir la peau bien nourrie, bien hydratée, équilibrée, pour pas qu'il y ait trop de tiraillements, de rougeurs, pour pas la sensibiliser. En fait, le film hydrolipidique se réduit beaucoup, se déséquilibre facilement parce que quand le corps a froid, quand l'ambiance à l'extérieur de nous est froide, le réflexe du corps, c'est de maintenir la chaleur au niveau des organes vitaux. Du coup, dans les mains, dans les lèvres, dans le visage, va y avoir une production de sébum qui est moindre et on va du coup avoir vraiment un déséquilibre au niveau du pH de la peau et puis de toutes ces choses qui peuvent affecter en fait au niveau de ce que je viens d'énoncer, les rougeurs, la déshydratation. Donc c'est les kaphas qui souffrent le moins en hiver dans leur peau parce qu'ils ont une bonne hydratation de base. Pour les peaux qui sont Vata Pitta, Pitta Vata ou Vata ou Pitta, donc beaucoup les constitutions des Français en général, et ben c'est pour ça qu'on a intérêt à mettre en place une routine qui va nourrir, qui va hydrater beaucoup en hiver, de l'intérieur et de l'extérieur aussi. OK, ben, on va y aller pour la mise en place de la routine alors. Tu disais qu'il faut nourrir et hydrater. Est-ce que ça correspond aux différentes phases du soin de la peau, c'est ça?
Alors oui, en soins de la peau, si on prend une routine type, par exemple, et après vous pouvez adapter les produits, les huiles, en fonction de ce qui vous correspond. En fait, j'aime bien penser que notre peau, elle nous parle, elle nous dit ce qu'elle aime. Par exemple, si tout le monde vous vend un sérum, un principe actif qui est révolutionnaire, en fait, si vous le testez et que ça vous parle pas, il faut pas chercher plus loin. La peau, elle réagit très bien à ce qu'elle aime. Moi, j'ai une brume que j'aime beaucoup utiliser qui coûte un bras, mais ma peau, quand je la mets, je sens qu'elle me dit 3 fois merci, quoi. Et donc, bah, du coup, voilà, je lui fais confiance. Et au contraire, un truc un peu, pareil, un shampoing un peu cheap qui nous fait des cheveux magnifiques sur le long terme et qui équilibre, bah, très bien. Faut faire confiance vraiment au ressenti qu'on a parce que ça participe juste à maintenir notre peau en équilibre et la peau du cuir chevelu en fait partie. Hein, donc c'est pour ça que je parle de cheveux aussi. Les différentes étapes du soin, du coup, on va partir du soir, par exemple. Parce que comme ça fluidifie beaucoup plus ce qu'on va faire le matin. L'étape du nettoyage, en fait. Le nettoyage de la peau, c'est là où on va absolument chercher à pas la déséquilibrer. Et pour moi, la meilleure manière de nettoyer sa peau, c'est avec la technique du double nettoyage à l'huile. Donc, bannissez, mettez, voilà, j'aime pas dire mettez à la poubelle, mais presque quand même. L'eau micellaire, c'est vraiment très déconseillé pour la peau. Ça la déshydrate, ça déséquilibre complètement ce film hydrolipidique. Ça laisse tous les micelles. C'est un détergent en fait pour la peau, c'est pas du tout intéressant. Alors que l'huile, on va avoir une action qui va réguler le film hydrolipidique parce que ça va enlever l'excès de sébum, mais en rajouter si jamais il n'y en avait pas assez. Ça va charger de très très bien démaquiller si jamais on a voilà, du mascara, des produits pour les yeux, c'est pas du tout irritant vu que c'est des huiles pures pressées à froid. Moi j'adore l'huile d'amande douce par exemple, vous pouvez le faire à l'huile de sésame, l'huile de coco pour le contour des yeux. Pas trop parce qu'elle est comédogène, mais voilà. Bon, si on la nettoie bien à l'étape du maquillage, du démaquillage, il n'y a pas de problème. Donc on le fait une fois à sec. En fait, on applique l'huile. On se masse, on en profite pour se masser un peu. Je vais insister un peu sur cette partie-là après dans les rituels parce que c'est vraiment super important pour faire circuler l'énergie dans le visage. Mais le fait de se démaquiller avec les mains, c'est une invitation à se masser. Ensuite, on mouille une petite serviette exclusivement dédiée au visage avec de l'eau chaude, voire tiède, et on essuie le surplus d'huile et on recommence une deuxième fois. Donc la peau est humide, on applique de l'huile maintenant sur notre petite serviette et on revient et on frotte en douceur avec des petits mouvements légers toute la peau du visage, du cou, du décolleté pour faire peau neuve en fait. Et là, vous allez voir qu'il y a zéro sensation de tiraillement, la peau est propre en fait, et le fait d'émulsionner en fait un corps gras avec de l'eau, ça fait comme une petite crème, une lotion qui nettoie en fait. Et donc on n'a pas besoin de 25 produits avec aussi des détergents justement pour nettoyer sa peau. Ensuite, j'aime bien conseiller tout ce qui est exfoliation. En fonction de votre type de peau, vous pouvez y aller une fois par semaine ou une fois par mois en fonction de comment réagit votre peau. Mais ce sera une exfoliation vraiment très douce avec des micro-particules, on va dire, pas tout ce qui est trop granuleux et abrasif, les gommages mécaniques. On va plutôt partir sur ce qui est très poudreux, très délicat, ou voire les gommages enzymatiques. Donc il y a des marques très bien qui proposent des choses comme ça. Si vous les voyez, c'est tester parce que c'est assez intéressant. Ça respecte beaucoup plus le renouvellement cellulaire plutôt que de créer des micro-cicatrices dans la peau. Et moi, j'aime bien utiliser, par exemple, la poudre de santal avec du miel parce que du coup, l'action enzymatique du miel va aussi vous mélanger un petit peu de poudre de santal, un petit peu de miel, un petit peu d'hydrolat et ça vous fait à la fois un masque, un soin gommage. Un petit gommage, ouais. Et ensuite, en rinçant, la peau est éclatante.
Et s'il y a une phase à éviter pour l'exfoliation trop abrasive, c'est avant le cycle menstruel ou pendant. Là, la peau, elle a pas besoin d'être agressée. C'est important aussi en fonction des phases du mois de regarder comment notre peau elle évolue, parce qu'on dit toujours qu'on a bonne mine en pleine ovulation, etc. Mais quand on a les règles et que du coup on est un peu moins de circulation sanguine au niveau de tout le corps, tout est concentré dans ce qui se passe dans notre utérus en fait, donc c'est normal d'avoir là des gestes apaisants et de pas venir décaper la peau justement avec un gommage. Au contraire, on va l'apaiser et le faire un petit masque. Donc voilà, une fois qu'on a exfolié, en plus ça prépare la peau à bien recevoir les soins qu'on met après. Donc une hydratation avec un hydrolat, une brume, quelque chose qui va venir apaiser aussi les effets peut-être un peu trop calcaires de l'eau, parce que l'eau c'est peut être bien, mais parfois elle est un peu dure dans nos robinets. Du coup, vaporiser une eau thermale, voilà, une eau infusée aux plantes, un hydrolat. Il y a certaines recettes ayurvédiques avec du vinaigre de cidre légèrement dilué enfin pas mal dilué dans de l'eau, mais je veux dire, c'est pas concentré, on n'a pas l'impression de se faire une vinaigrette sur la tête, hein. C'est vraiment tout doux, et ça va venir apporter beaucoup d'éclat et rééquilibrer le pH. La peau a un pH légèrement acide, donc faut pas que ce soit qu'on la martyrise avec trop de soins alcalins entre guillemets. Donc l'étape du tonique est vraiment très importante, et il faut bien le presser dans la peau. Là, moi, je montre avec mes mains, mais vous voyez l'idée si vous écoutez avec vous. Pour le faire pénétrer, en fait. Voilà, on fait pénétrer l'eau, on la presse comme l'idée d'une huile qu'on va masser pour la faire pénétrer. Un hydrolat, pareil, on veille bien à ce qui rentre dans la peau. On peut faire un masque de temps en temps, une fois par semaine, le dimanche, ou une fois par mois. Un petit temps de soin de soi pour célébrer, regarder le visage, regarder le corps et tout. C'est vraiment merveilleux pour l'équilibre voilà, à l'intérieur, le soin qu'on s'accorde tous les jours, j'espère, ou de temps en temps. Cette petite fenêtre parenthèse de reconnexion à soi est très importante. Et après avoir hydraté, du coup, on vient nourrir. Alors, une huile, ça hydrate pas, ça humecte, ça vient sceller, en fait, l'hydratation. J'avais eu un cours un jour sur la peau où il nous faisait visualiser que l'épiderme, enfin notre peau, c'est comme un petit mur de briques, et les briques, c'est l'eau, en fait, et donc des petites briques qui sont bien gonflées, bien pulpeuses, remplies d'eau. Mais par contre, s'il n'y a pas le joint qui vient sceller ça autour, qui est suffisamment dense, bien équilibré, et qui est réparti de la bonne manière, et ben ça sert à rien d'avoir hydraté avant. Donc c'est vraiment la combinaison de hydratation plus humectation qui est intéressante. Et là, pour le coup, les huiles, donc c'est les meilleurs alliés. Il y a quelques recommandations que je peux partager en fonction des types de peau. Si vous avez une peau vata, vous allez adorer le sésame, le chanvre, l'avocat, le karité ou l'huile d'argan. L'huile de prune aussi est top. Pour les pitta, l'amande douce vous conviendra bien, les macérats de calendula, la rose musquée ou le nîmes, ou l'aloe vera même alors c'est pas une huile, mais elle est très hydratante. Et pour les peaux kapha, des huiles qui sont plus sèches, comme le jojoba, la noisette ou la nigelle, qui est rééquilibrante aussi. Ça, vous pouvez vous les procurer, c'est des actifs purs qui font des merveilles quand voilà, ils sont appliqués quotidiennement sur la peau. On les applique chaud ou froid? Pour le visage, il n'y a pas forcément besoin d'avoir tout l'appareil comme pour le corps pour faire chauffer. Simplement les faire chauffer dans la paume de main avant de les appliquer, ça suffit. C'est quelques gouttes à chaque fois. On n'en met pas des tonnes sur le visage, parce que ça peut être une erreur aussi un peu commune. On dit « Ah, ça ne me réussit pas les huiles, ça me déséquilibre ». C'est qu'en fait, on en met un peu trop. Entre 3 et 5 gouttes, c'est amplement suffisant pour pouvoir masser tout le visage, le contour des yeux aussi, les lèvres, en mettre derrière les oreilles, dans le cou, dans le décolleté. Voilà, quand on dit visage, c'est vraiment tout
tout ce qui apparaît sur la photo d'identité, en fait. On descend bien jusqu'en bas. Moi, j'adore aussi le massage des seins, le massage de la poitrine, parce que ça fait circuler l'énergie dans le cou, dans le visage. Ça reflète la bonne circulation aussi. Il y a quelque chose aussi dont je voulais vous parler parce que je l'ai testé il n'y a pas longtemps, de faire moi-même, c'est le ghee lavé. Donc ça s'appelle Shata Dauta Gritam, donc le ghee lavé 100 fois. Et donc moi je fais mon ghee depuis longtemps. D'ailleurs c'est un super ingrédient à mettre dans les recettes hivernales pour cuisiner tous ces plats chauds, réconfortants, pas trop lourds, mais voilà, bien aller bien nourrir les cellules et pas se déshydrater, manger réconfortant, oui. Mais ayurvédique avec les épices. Et ce ghee-là, du coup, on le lave 100 fois à la main avec de l'eau bien froide. Et en fait, ça va changer la structure du ghee, ça va lui donner une couleur beaucoup plus blanche, ça va l'émulsionner, en fait, comme si on créait notre propre crème. Mais du coup, il n'y a que du beurre dedans. Et on peut... c'est une texture... Alors, c'est pas granuleux, mais c'est comme... c'est très léger en fait et ça s'émulsionne pareil, on frotte les mains dedans avec une petite noisette et on se l'applique sur le visage et pour le coup ça c'est comme si on s'appliquait à la fois la crème et l'huile et moi ça fait 15 jours là que j'en mets et j'adore l'effet sur la peau. En tout cas, je trouve que l'effet apaisant que c'est censé apporter grâce aux acides gras qu'il y a à l'intérieur, l'hydratation pour combattre la sécheresse de l'hiver est top. Moi, j'ai une peau plutôt Pitta Kapha, c'est ma constitution et je me reconnais vraiment dans cette description-là. Et je sens vraiment le déséquilibre apporté par l'hiver, même si j'ai tendance à passer pas mal de temps au pays de l'éternel printemps, là où on ne voit pas trop les saisons. Je passe un deuxième hiver en France et je vois la différence par rapport à l'année dernière où j'avais pas ce fameux ghee. Là, je sens que la peau est top. Et donc, c'est une recette ancestrale ayurvédique. Vous pouvez le faire vous-même. Je trouve ça trop génial de pouvoir faire sa propre crème à la maison. Ça demande d'avoir quelques heures devant soi. Un peu de patience, ouais. Aussi. J'ai mis la recette sur mon compte Instagram et puis voilà, c'est mettre des mantras et puis se faire sa crème comme ça a les mêmes bénéfices en fait que le ghee en interne où on dit que ça vient nourrir au niveau intracellulaire pour amener tous les bénéfices de notre nourriture. Là, c'est pareil, ça pénètre au plus profond de la peau pour nourrir toutes les couches du derme et voilà, c'est une découverte récente mais je suis vraiment enchantée par ça et de le remettre un peu au goût du jour du coup. C'est excellent, on ira voir ça sur ton Instagram. Tu nous as partagé plein de choses là qu'on peut faire, chez soi, à la maison. Est-ce qu'il y a d'autres soins que tu as envie de partager, qu'on peut réaliser à la maison? Oui, alors vous avez en Ayurveda la pratique de la sudation pour le corps, tous les Svedana. On peut aussi le faire comme une mini vaporisation avec des plantes pour le visage, pour activer la transpiration aussi, faire une petite détoxification. Alors 5-10 minutes, pas plus. Les popitas, c'est pas forcément ce qui leur conviendrait le plus parce que ça va trop les faire rougir, mais pour les Vata et les Kaphas, c'est assez agréable. On inspire, on fait une bonne inhalation aussi. Moi, j'aime bien mettre de la rose ou du calendula en fleurs entières sèches, un peu comme si on se faisait une petite tisane, mais qu'on la recevait sur le visage. C'est vraiment très agréable et après, ça décuple l'effet des soins. Ça prépare à l'étape du gommage, par exemple, à incorporer de temps en temps. Le masque, je vous ai partagé cette recette santal miel que je trouve top. J'aime beaucoup aussi le Kumkumadi, qui est un sérum pareil traditionnel ayurvédique à base de safran, qui est incroyable pour l'éclat, pour les taches, toute la gestion de la pigmentation. En fait, ça vient unifier le teint et ça sent particulièrement bon. Il y a un petit peu de lait de chèvre parfois aussi dans la façon dont ils ont de cuisiner toutes ces herbes. Donc c'est une sacrée synergie, mais principalement c'est le safran. Ça a une belle couleur rouge et c'est divin à appliquer. Et puis après, un soin qui est pas vraiment avec un produit, c'est
le massage en fait, l'activation des. On passe beaucoup. Il y a le point Marma pardon dans le visage, ces points d'énergie. Donc en massant, en touchant son visage, en se réappropriant aussi le fait d'oser se toucher le visage, parce que parfois il y a un vrai blocage. On a l'impression qu'on ne sait pas faire, mais en y allant vraiment en douceur, c'est un instant bien-être qu'on peut comparer à rien d'autre, je trouve, de s'accorder ce petit temps-là. Donc se masser, ou j'aurais tendance à dire aussi, bon là ça requiert un petit outil, mais le brossage à sec. Ça existe pour le visage, mais moi je suis une fan inconditionnelle pour le corps. Donc Garshana, c'est la pratique du brossage. Ça vient dynamiser le corps, ça a une influence sur la qualité de la peau en général. Ça va venir exfolier un peu, c'est sûr, parce que voilà, suivant la qualité des poils de votre brosse, donc des poils naturels, achetez pas une brosse en plastique, mais ça peut être du bambou, de l'agave, ou des poils de crin de cheval, etc. Ça fait une exfoliation tous les jours, et ça active la circulation sanguine et lymphatique. Du coup, la peau, elle est radieuse, quoi, et beaucoup plus homogène. Ça l'équilibre vraiment, et c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment tous les jours, avant ou après la douche. Et voilà. Quel que soit notre type de peau, ou peut-être que les personnes à type Vata plutôt, peut-être tous les 2 jours, ou peut-être moins régulièrement, parce que c'est peut-être un peu trop abrasif. Alors pour les peaux, oui. Sur le visage, surtout, sur le visage, on peut faire une fois par semaine. Il n'y a pas besoin de faire tous les jours un brossage à sec du visage. Ça peut en effet être un peu agressif. Sur le corps, normalement, il n'y a pas de souci pour le faire tous les jours. On peut concentrer ça que sur les jambes, par exemple, et bien faire les extrémités, les pieds, pour relancer la circulation pour les personnes Vata. Moi, j'ai ma cobaye préférée, ma maman, qui est Vata, et que j'ai convertie au brossage à sec en lui trouvant la bonne brosse. C'est surtout tout ça. Par exemple, une brosse en agave, celle que j'avais, elle me disait mais non, mais c'est pas possible, ça m'arrache la peau. C'est hyper inconfortable. Alors que quand je lui ai trouvé une brosse beaucoup plus fine, beaucoup plus douce, en fait, on ne vient pas chercher à se racler la peau, à faire comme si on était un cheval avec une étrille. C'est vraiment un geste doux, et du coup, si on a la bonne brosse, normalement, c'est accessible à tous, et c'est un moment de. Alors, parce que parfois, je voulais parler aussi on le connaît, vous l'avez évoqué parfois, mais la Bianga, l'automassage du corps, c'est un principe de base aussi, mais on n'a pas tous les jours le temps de chauffer son huile, de se masser, d'aller prendre la bonne douche chaude après pour bien enlever, ou de faire les exercices physiques, Vyayam, avant de se doucher. Enfin, c'est un sacré rituel que je comprends totalement qu'on n'a pas tous les jours le temps de le faire. Donc voilà, se brosser à sec le corps et se gratter la langue, c'est vraiment 2 rituels tout simples, bons pour la peau, à mettre en place tous les matins, dans sa routine, dans sa dinacharya. Est-ce que tu as d'autres outils, peut-être des plantes dans tes favoris à nous partager aujourd'hui sur cet épisode de podcast? Alors oui, je vous avais fait une petite sélection du coup un peu spéciale Ayurveda, mais c'est vrai que les plantes, c'est, comme je vous disais au début, je considère dans le projet Ujjwala que les plantes sont nos alliés, donc il faut les respecter, les intégrer dans notre quotidien pour voilà, qu'elles participent à notre équilibre. Donc j'aime beaucoup, d'un point de vue ayurvédique, le tulsi, le basilic sacré, à incorporer dans les masques, à faire en macérat à queue. Il est très bon aussi pour le cuir chevelu, quand vous faites des masques capillaire avant le shampoing. L'amla aussi, qui est très riche en vitamine C, qui va être un super nettoyant, elle illumine beaucoup. Le tulsi et amla, vous les trouvez facilement en poudre. L'aloe vera, soit fraîche, soit en poudre aussi, pour faire des masques très réparateurs pour les peaux qui sont sensibilisées, rougies. Elle est super efficace, elle se mélange bien avec tout le reste comme bonne base. Moi, j'aime beaucoup faire les macérats huileux moi-même. Donc, je ramène des plantes, des fleurs de Colombie. Et en général, j'adore le calendula. Donc, c'est la fleur du souci.
en français son nom, et ça donne une couleur vibrante orange magnifique à une huile d'abricot ou une huile de tournesol ou de sésame pour se l'appliquer, se masser à la fois le corps et le visage avec. Pour les bébés aussi, elle est bien. Le santal, c'est pareil sous forme de poudre, donc pour exfolier, hydrater, apaiser ça apporte de la fraîcheur en fait à la peau. Et le miel que je mentionnais aussi pour les masques, qui est magnifique. Donc le miel de notre propre région, ça va être le plus approprié, on va dire, dans l'idée que tout ce qu'on a autour de soi, dans notre environnement, favorise l'équilibre de notre constitution dans cet environnement. Voilà. Et au niveau des outils, je voulais vous parler du Kansa Wand, donc la baguette Kansa. Et c'est un outil de beauté ancestrale ayurvédique qui ressemble à comment décrire, comme une baguette avec un bout arrondi. Vous voyez le bol Kansu parfois on est plus familier avec celui-ci parce qu'il y a pas mal de massages des pieds qui sont proposés avec le bol. Donc c'est comme si on avait collé ce petit bol, cette surface arrondie, à un petit manche en bois. Et ça nous permet du coup d'avoir une bonne prise en main et de pouvoir le masser sur le visage. Donc c'est harmonisant pour les points marma du visage. Ça va concentrer l'énergie du prana autour de ces points. Donc c'est comme une séance de réflexologie faciale. Et ça va aussi avoir une influence sur l'équilibre du pH de la peau. On peut voir parfois des photos, et c'est comme ça parfois qu'on connaît le Kansa, que ce métal, en fait, il a une réaction, il s'oxyde en contact du sérum, de l'huile qu'on a mis à la base. Donc avec le sérum Kumkumadi que je mentionnais, c'est le moment idéal pour le faire pénétrer. Et si le pH de la peau était déséquilibré, en fait, le sérum s'oxyde et notre peau devient comme grise. Et on a des grandes marques sur partout où est passé l'outil, grise, qui s'en va avec un petit coup d'éponge avec de l'eau juste après. Mais voilà, ça nous donne un peu une idée aussi de l'action, même si c'est pas un outil de haute technologie, ça se recharge pas, ça périt pas, et c'est quand même un alliage de métal qui est extrêmement agréable pour la peau. Je l'utilise moi dans mes soins sous forme de gua sha ou de petits rouleaux aussi, rouleaux de jade, enfin rouleau de celui qu'on appelle jade roller là, mais qui est du coup fait en kansa. Et en fait c'est un toucher qui est beaucoup plus onctueux, beaucoup plus réchauffant pour la peau, parce que le métal vient à la même température que la peau après, et voilà, pour sculpter et puis apaiser. C'est très méditatif en fait comme pratique le kansa, et ça améliore vraiment l'aspect de la peau quand c'est utilisé régulièrement. Ok, bah merci beaucoup Julia pour tous ces conseils, les plantes, les outils, tout ça. Je pense que les auditeurs peuvent retrouver, tu partages plein de choses aussi sur ton compte Instagram qui est donc Ujwala, Ujwala. Je l'avais mal prononcé au début, Ujwala, ok. Et puis on arrive à la fin de cet épisode. Du coup, on a quelques petites questions rituelles pour toi. La première, c'est quel est ton rituel quotidien préféré? Alors, ça fait bizarre quand c'est à moi en vrai qui me la pose, parce que j'ai écouté tous les épisodes. Du coup, j'ai un peu pensé, et bon, on parle de la peau, et c'est vrai que j'adore me masser le visage tous les jours, mais l'effet le plus spectaculaire, je pense, au long terme sur la peau, c'est avec la pratique du yoga intégral, donc yoga asana, pranayama, les kriyas. Et donc, ma pratique quotidienne de yoga, que ce soit 5 minutes ou 2 heures, en fait, j'ai une sadhana vraiment installée qui m'aide, et qui, quand en fait, on a cette discipline-là, le corps, il arrive à chaque fois à s'équilibrer. On est vraiment à l'écoute de ce qui se passe. Donc, je suis aussi plus attentive à ce qui va se passer sur ma peau aussi, beaucoup plus en paix, beaucoup plus détendue. Et ça a un impact du coup sur les émotions, le mental qui après se voit sur la peau en fait. Et aussi parce qu'on voit les effets après un shavasana, quand on se relève, on a changé de visage en fait. Ça a vraiment c'est un massage
avec son propre corps, en fait. Et la pratique de Uddiyana Bandha ou de Agnisara pour vraiment faire partir les bénéfices depuis le système digestif, vraiment éviter tous les déséquilibres à ce niveau-là qui auront tôt ou tard une répercussion sur la peau. Je l'inclus tous les jours dans ma pratique. Si jamais je vous mentionne la pratique que j'ai fait 5 minutes, il y a un petit peu de brossage à sec, il y a Agnisara et le grattage de la langue. Ça peut faire vraiment un petit noyau de voilà c'est comme une assurance en fait. Moi, j'aime beaucoup me dire que c'est juste grâce à ça que je vais garder cet équilibre-là et je dépends pas de choses trop extérieures. Bon, voilà, si c'est une brosse et un petit bout de cuivre, je trouve que c'est quand même assez minimaliste comme approche. Et après, tout vient de ce qu'on a à l'intérieur et oui, de notre régularité, du fait d'aimer aussi ce qu'on fait. Il y a des gens où ça va pas être le yoga peut-être, mais danser tous les jours ou peigner tous les jours, aller faire des balades en forêt tous les jours, c'est un rituel. En tout cas, moi, les asanas qui dans n'importe quel pays, n'importe quelle saison, j'y trouve, mon équilibre. Est-ce que tu peux nous dévoiler quels sont, tes projets à court, moyen, long terme? Alors oui, alors moi je vis un peu maintenant entre la France et la Colombie. J'aimerais bien pouvoir continuer à développer Ujjwala, que ce soit avec donc les masterclass que je propose de temps en temps sur l'Ayurveda et sur la beauté intégrale, en reproposer les deuxièmes éditions et travailler le niveau 2. J'ai aussi dans les tuyaux de passer ma certification avec le Vedic Institute du docteur Froley pour voilà, être certifiée un peu coach, parce qu'on me demande souvent et je fais pas encore d'accompagnement personnalisé. Je commence juste avec mes mains en tant que massothérapeute et c'est déjà très, très intéressant. Donc développer pareil, la même chose un peu qu'ici en Colombie aussi, avoir amener cette approche là-bas, parce qu'on peut avoir les deux extrêmes là-bas, ou la chirurgie esthétique à outrance, l'apparence avec beaucoup très peu d'attention sur la composition des produits qu'on met sur la peau, vraiment aller chercher tout le temps à l'extérieur, ou quelque chose de complètement chamanique, roots et puis inaccessible en fait, parce que c'est des choses voilà très ponctuelles, des changements de vie à 180 qui voilà sont trop, qui s'inclusent pas dans quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc un peu trouver le juste milieu entre des choses qui travaillent avec les plantes, qui voilà honorent les éléments, notre lien à la terre, les rituels qu'on peut incorporer au quotidien, mais à la fois quelque chose qui est efficace, qui apporte du bien-être, qui booste dans ce qu'on a à faire au quotidien, dans notre travail, dans notre vie et dans notre relation avec nous-mêmes. Donc voilà, avec tous les outils que j'utilise en général, le yoga, l'Ayurveda, les plantes, voilà, continuer de composer avec tout ça et dessiner plus, être plus régulière justement sur le fait de créer des choses avec mes pinceaux, mes cailloux, toutes ces choses que je récolte en fait. J'aime beaucoup ce mot-là. Continuer à pouvoir partager avec tout ça. Donc ça a pas vraiment de forme ou de nom et j'ai pas vraiment de deadline définie pour tout ça, mais en tout cas, je suis contente que ça se partage grâce à un réseau social. C'est assez fou quand même. Moi, j'ai commencé en 2013 Instagram, donc à l'époque, ça avait rien à voir, mais je suis trop contente de pouvoir, que ce soit quelque chose qui soit viable en fait aujourd'hui, de communiquer et puis de transmettre, que ce soit par des photos, des petites vidéos très courtes ou des échanges par message avec les gens. Moi, je parle énormément en notes vocales. J'adore les notes vocales, j'adore parler, vous avez vu, mais voilà, c'est dingue quand même. C'est un cadeau et c'est notre modernité et du coup, l'Ayurveda, parfois on peut dire: «Ah, on galvaude un peu, c'est un peu modifié et cetera», mais non, c'est juste une approche aussi moderne,
de comment on transmet tout ça avec nos outils d'aujourd'hui et comment on valorise les anciens, et on met les limites à ce qui s'est trop développé, qui a créé trop de déséquilibre dans notre société avec la sagesse ancestrale de l'Ayurveda. Notre dernière question, c'est l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? J'aimerais remercier ma maman parce que c'est une source d'inspiration. Elle ne s'en rend pas compte, je pense, mais voilà, le dicton de les personnes proches de vous sont des vrais miroirs, etc. Elle m'a soutenue inconditionnellement depuis le début de tout ce que je fais, depuis mes premiers cours de yoga virtuel pendant ce stage qui se passait mal, à mes road trips en Inde et puis mes karma yogi au fond de la jungle. Enfin, tout ça, elle a compris en fait, et elle m'a toujours apporté un soutien incroyable. Elle est d'une logique, en fait, elle me permet de toujours avoir une approche sensée de ce qui est bon pour moi. Elle est très pragmatique aussi dans sa façon de faire les choses. Elle a un regard très critique, mais toujours constructif en fait. Et donc, j'échange beaucoup avec elle sur ce qui se passe dans les backstage de Ujwala justement. Même parfois quand il y a des choses sur lesquelles elle bute un peu parce que c'est entre guillemets trop perché, et moi aussi c'est un feedback intéressant pour moi, donc j'échange toujours avec elle. Et moi je trouve que c'est une visionnaire pour plein de choses dans sa vie en général, avec son engagement pour la mairie de notre petite commune, pour tout ce qu'elle fait dans son travail d'accompagnement. Elle est plutôt dans le marketing et tout, mais elle a une conviction écologique pour le monde de demain qui est ultra inspirante, et c'est pas le bien-être à aller individuel en fait, mais plus au niveau collectif. Et ça, c'est une dimension qu'il faut pas oublier, et qui fait référence à la Sangha, à notre communauté, à notre le groupe, et le fait qu'on puisse tout partager. Et voilà, elle porte des messages très beaux, et elle a aussi une vision, elle est assez intransigeante sur la qualité des choses qu'elle veut dans la vie, et je pense qu'elle m'a transmis ça beaucoup, de toujours demander le meilleur et de travailler pour pouvoir obtenir le meilleur. Et donc voilà, merci à ma maman que j'aime très fort. Merci à toi Julia pour tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui, partagé, et ce que tu fais au quotidien aussi à travers Instagram. Merci pour tout. Merci à vous deux, j'étais ravie d'échanger, de rencontrer avec vous, et j'espère que ça vous a plu. Merci Julia. À tout bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast, et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!